Martin, on ne peut pas lancer ce JT sans. Souhaiter une bonne journée internationale de la radiologie à tous ceux qui nous suivent chaque vendredi. Allez, le JT, c'est parti. Branché, partenaire du JT de la radiologie. Épilepsie et imagerie, quel rapport? On voit ça tout de suite avec mon invité. L'épilepsie, d'abord, on va dresser le contexte. Ça concerne combien de gens? Donc, l'épilepsie, c'est fréquent. C'est 650 000 personnes à peu près en France. À titre de comparaison, la sclérose en plaques, c'est 200 000. Donc, vous voyez, c'est 3 fois plus fréquent. Donc, ça concerne beaucoup de gens. Le plus important chez ces personnes, pour lesquels l'imagerie a le plus d'importance, c'est ce qu'on appelle ceux qui sont pharmacorésistants, c'est-à-dire qui résistent au traitement médical. Donc l'épilepsie, il y a plein de traitements qui existent, mais dans presque un cas sur deux, on a beau donner un traitement, deux traitements, trois traitements, c'est des traitements lourds, le patient continue à faire des crises. Oui, c'est un problème important de l'épilepsie. Il y a beaucoup de pharmacorésistants. Alors, on pourrait faire des choses pour ces gens qui sont pharmacorésistants à condition de bien voir la lésion. Et là, on voit le rapport tout de suite avec l'imagerie. Pourquoi c'est difficile de voir cette lésion comme il faut? Alors, autant l'imagerie de l'AVC, l'imagerie de la tumeur, c'est une imagerie certes qui est difficile, mais la lésion, on la voit, le dépistage de la lésion, elle ne pose pas de problème. Ce qui est le cas de l'épilepsie, où ce qu'on recherche, ce sont des lésions développementales, des petites lésions, des dysplasies corticales focales, des scléroses de l'hippocampe. Et ce sont des lésions, en fait, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, il faut vraiment se donner les moyens de faire une belle imagerie pour rechercher ces lésions subtiles. Il y a des écueils quand on n'est pas spécialiste. C'est quoi les écueils? Alors les principaux écueils, et ça a bien été publié, c'est maintenant quelque chose qui est bien connu. Il y en a principalement deux. Le premier, c'est de faire une imagerie à l'aveugle de la clinique, à l'aveugle des symptômes. Typiquement, chercher une aiguille dans une botte de foin, si on sait que ce n'est pas dans tout le cerveau qu'il faut chercher, mais dans le lobe temporal gauche, parce que le patient fait une épilepsie temporale gauche, ça va bien nous aider. Et ça va être beaucoup plus simple de trouver la lésion. Donc ça, c'est le premier. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de nos correspondants neurologues ou médecins ou épileptologues qui ne sont pas forcément au courant de cet écueil et qui envoient une demande d'imagerie avec marqué juste dessus « épilepsie ». Point. Et débrouille-toi avec ça. Donc ça, c'est un vrai problème parce qu'on sait que si on sait où chercher, si on est orienté par la clinique, on va mieux réussir. Je vous interromps avant de passer au deuxième écueil. Le premier écueil, vous dites donc la demande, elle n'est pas toujours très explicite et vous parlez des correspondants. Qui sont vos correspondants? Est-ce que c'est déjà des spécialistes ou est-ce que parfois c'est des médecins traitants et qui ont un patient épileptique et ils vous envoient le truc comme ça? Effectivement, il y a certains patients avec épilepsie qui sont suivis par des médecins traitants. Et le plus souvent, quand on en vient à réaliser une imagerie, c'est qu'il est passé par la case neurologue, ça peut être un neurologue en ville ou à l'hôpital, voire même épileptologue ou neurochirurgien ou pédiatre, parce qu'on a aussi beaucoup de... Voilà. Même malgré tout, la demande, parfois, elle n'est pas assez précise. Donc ça, c'est le premier écueil. Oui. Deuxième écueil. Et alors, donc ça, c'est le premier écueil, une lecture à l'aveugle de la clinique. Deuxième écueil, c'est tout simplement des images qui ne sont pas correctement réalisées. Correctement réalisées, ça veut dire qu'en fait, il y a un protocole qui est adapté à l'imagerie de l'épilepsie. Et ce n'est pas un protocole standard. On le sait. Si on fait un protocole standard, c'est-à-dire axial flare, diff, T2 étoile, 3D TOF, un protocole mot de tête par exemple, on sait qu'on va se planter. On sait qu'on ne verra pas la lésion. Il faut, et donc ça c'est la Ligue internationale contre l'épilepsie, puis la Haute Autorité de Santé qui ont publié cela en 2020. Et donc il y a assez peu de séquences, c'est tout à fait compatible avec les 20 minutes ou les 15-20 minutes qui sont accordées à chaque patient habituellement. Donc c'est 4 principales séquences, mais c'est des séquences qui doivent être hyper résolues, donc avec des pixels isotropiques, millimétriques, un beau 3D T1, un beau 3D flare, un coronal T2 dans le plan des hippocampes avec des coups de 2 mm. Ce n'est pas le coro T2 qu'on utilise tous les jours pour un bilan de migraine. Ça ne va pas. Et il faut aussi une imagerie de susceptibilité. Donc ce que vous me dites, si je comprends bien, c'est que ce n'est pas forcément compliqué, mais qu'il faut utiliser les bons protocoles, les bonnes séquences, tout bêtement. Tout bêtement, et malheureusement... Alors pourquoi on ne le fait pas? Voilà, malheureusement, c'est assez peu connu, en fait. Ces recommandations de la HAS, elles sont... Enfin, je ne sais pas si elles ne sont pas connues, en tout cas, elles ne sont pas suivies. Et ça, c'est mon quotidien, de relire des images de patients avec épilepsie, et dans presque 2 cas sur 3, les IRM qui ont été réalisés ne suivent pas ce protocole. Et donc, on a des coupes axial flare en 5 mm, et là, on ne peut rien faire avec ça. C'est impossible de voir une sclérose de l'hippocampe, ou une petite dysplasie, ou une lésion développementale. Là, on est sûr de se planter. Donc en fait, moi, ça m'arrive bien sûr de me tromper tous les jours. C'est une imagerie qui est difficile.
Et donc, je ne jetterai jamais la pierre à un collègue qui n'a pas vu la lésion. En revanche, si on ne se donne pas les moyens de faire la bonne imagerie alors qu'elle est disponible et que c'est compatible, il ne s'agit pas de faire une imagerie 7 Tesla, il s'agit de faire juste des bonnes séquences, de prendre le temps de faire de la belle imagerie. Et donc c'est pour ça, et c'est pour ça que vous venez nous voir aujourd'hui en fait, c'est parce qu'il y a une demande standardisée qui existe, elle n'est pas connue, et il faut le dire à vos confrères, cette demande standardisée, il faut la respecter tout simplement. Et c'est le passage obligé pour avoir les bonnes séquences, les bonnes images. Qu'est-ce que c'est cette demande standardisée ? Alors, le protocole lui-même, il est connu, enfin, il est publié depuis maintenant plus de 4 ans, donc, mais effectivement, il n'était pas suffisamment employé, et donc c'est le fruit d'une réflexion qu'on a eue avec des neurologues, des neuroradiologues, avec la Société française de neuroradiologie, la Ligue française contre l'épilepsie. On s'est dit, comment faire ? Et l'idée, c'était un peu de suivre ce qui a été fait pour la sclérose en plaques il y a une dizaine d'années, où l'OFSEP, donc l'organisme d'observation de la sclérose en plaques, a mis en ligne une demande donc, pour les médecins prescripteurs, sur lequel il était rappelé les principales séquences qui sont souhaitables de faire pour le suivi de la sclérose en plaques. On s'est dit, on va faire la même chose pour l'épilepsie. Et donc l'idée de cette demande, c'est qu'il y a 2 volets. Le premier volet, c'est le volet clinique, avec, c'est juste des questions, des cases à cocher qui permettent d'avoir les informations cliniques essentielles à la réalisation, à la lecture, à la bonne lecture, à la lecture orientée des images. Et puis le deuxième volet, en bas, où tout simplement sont rappelées les séquences et comment faire ces séquences, le protocole adapté pour la lecture des imageries. Donc, où est-ce qu'on la trouve, cette demande standardisée ? Alors, pour l'instant, on la trouve essentiellement sur le site de la Société française de neuroradiologie et le site de la Ligue française contre l'épilepsie. Comme c'est un travail qui a été fait en commun, on l'a mis sur les deux demandes. Donc, vous pouvez le télécharger, même c'est une demande qu'on peut remplir en ligne. Vous pouvez même l'adresser directement par mail à votre radiologue préféré pour le neurologue. Et donc, c'est en 2 clics, vous pouvez y avoir accès en ligne. C'est cliquable, c'est QR codable. C'est QR codable, d'ailleurs on peut vous donner le D'ailleurs, voilà, on va diffuser le QR code. La fiabilité de tout ça. Bon, j'ai fait ma demande standardisée, j'ai été un bon élève, donc derrière vous allez faire les bonnes séquences. Fiabilité du diagnostic derrière. La fiabilité, elle n'est pas de 100%. C'est sûr qu'on sait qu'il y a des lésions, même si on fait de l'imagerie de hyper haute résolution avec un lecteur expert, il y a des lésions qui restent invisibles à l'IRM. Donc à ce moment, on a d'autres. C'est de l'ordre de 1 cas sur 2, même un peu. Voilà. Vous n'utilisez pas encore l'IA pour ça ? Alors, bien sûr, l'IA ça peut donner. Malheureusement, il n'y a aucun outil qui est commercialisable et donc c'est chacun un peu dans sa cuisine qui fait son IA. Il y a d'autres techniques d'imagerie métabolique, notamment la TEP IRM. Le TEP scanner peut apporter des éléments supplémentaires. Et puis après, sinon, c'est des techniques invasives. On va planter des électrodes, on va aller enregistrer directement le cortex. Si on a la bonne image, ça change tout pour les patients. Alors, si on a la bonne image, en revanche, c'est vrai que ça change la vie du patient. Parce qu'on passe d'une épilepsie pharmacorésistante à imagerie négative à une épilepsie pharmacorésistante où on sait où est la lésion. Et donc là, on peut lui proposer le traitement adéquat. Le traitement adéquat, c'est quoi ? C'est par exemple la chirurgie, la cortectomie. Dans le cadre de la dysplasie corticale focale, qui est une des causes les plus fréquentes d'épilepsie pharmacorésistante, c'est une chirurgie qui marche extrêmement bien, qui a pour le coup une fiabilité de l'ordre de 90%. Donc du jour au lendemain, un patient qui fait parfois 10 à 20 crises par jour, ça peut être une vie infernale, il ne fait plus de crise et on peut diminuer les traitements, donc ça change absolument tout. Alors ce message, il est hyper important parce que dans ce domaine-là, et là ce n'est pas le seul, mais dans ce domaine-là, il y a une errance diagnostique qui est... Vous voyez des patients qui arrivent, ils ont déjà une dizaine d'IRM et ils ont déjà X années d'errance derrière eux. Et tout ça parce que les bonnes images n'ont pas été faites. Exactement. C'est très malheureux, mais c'est malheureusement mon quotidien. Ça m'est arrivé pas plus tard que le mois dernier, où j'ai reçu une patiente de 40 ans qui a une épilepsie résistante très lourde depuis l'âge de 10 ans. Et en 30 ans, donc sur 30 ans d'évolution de sa maladie, elle a vu 10 neurologues et elle a fait autant d'IRM. Ça veut dire qu'elle a fait 10 IRM. Et en fait, la lésion, elle était là depuis le début. On pouvait la voir. Certes, elle est très subtile, mais en fait, l'imagerie telle qu'elle est recommandée n'a jamais été faite. Et donc, les radiologues, en toute bonne foi, disaient, même s'ils regardaient bien, ils disaient, finalement, je ne vois rien.
Vous savez quoi? Il nous reste 1 ou 2 minutes à passer ensemble. On va illustrer ça avec un cas précis, si vous voulez bien. Alors, allez-y, vous allez le commenter. Oui, voilà, donc là, c'est cette IRM. Donc là, celle qu'on voit à l'écran, c'est l'IRM de cette fameuse patiente. Et on voit qu'effectivement, la lésion, si on regarde bien, si on a les bonnes images, ça reste difficile. Et encore une fois, il faut prendre le temps de bien regarder ces images. Mais ce qui est certain, c'est que cette lésion, si vous la regardez sur des coupes de 5 mm en flair, vous êtes sûr de ne pas pouvoir la voir. Si vous faites un 3DT1 tel qu'on l'utilise pour le 3DT injecté, vous êtes sûr que vous allez passer à côté. Et cette patiente, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Oui, et donc c'est ça qui est à la fois fabuleux et dramatique. C'est que donc, cette patiente qui avait une épilepsie lourde depuis 30 ans, un mois après l'IRM qui montrait la lésion, elle a été opérée et elle est guérie. Alors qu'elle aurait pu être guérie dès le début. C'est ça qui est dramatique. Oui, donc d'un côté, on est sûr de passer à côté, de l'autre, on n'est pas sûr de l'avoir. C'est sûr, il faut être expérimenté, mais au moins, on se donne une chance. Voilà, l'idée, c'est de se donner les moyens. Voilà, et ça, c'est le grand message. On termine là-dessus, c'est le grand message qu'on doit passer. Utiliser la demande standardisée pour être sûr d'avoir les bonnes images, pour se donner les moyens, en fait, de repérer les lésions et de changer la vie des patients. Exactement. Voilà, je vous remercie d'être passé sur le plateau du JT de la radiologie. À très bientôt. Branché, partenaire du JT de la radiologie.